Commence la présentation. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire sur le baccalauréat en kinésiologie appliquée aux activités physiques adaptées, tout nouveau programme qu'on ouvre à l'UQA à l'automne 2024, donc un programme qu'on attend depuis très longtemps et qu'on est très fiers de venir vous présenter aujourd'hui. Je m'appelle Joël Guérette, je suis le directeur du programme, je suis donc professeur là, au programme de kinésiologie. Je suis accompagné de deux de mes collègues qui vont m'appuyer dans la présentation du programme, que je vais laisser se présenter. Bonjour tout le monde, mon nom est Jonathan Houle, je suis également professeur au baccalauréat en kinésiologie à l'UQO. Je vais transmettre la parole à Martha. Donc, bonjour tout le monde, Martha Teminska, coordonnatrice des stages. Donc, programme de kinésiologie. Kinésiologie, c'est peut-être pas un des métiers les plus communs ou les plus connus. Donc, je vais quand même prendre le temps d'expliquer ce que ça fait un kinésiologue. Je rentrerai pas en détail, mais je veux quand même m'assurer que les personnes qui sont peut-être intéressées à la profession, sans savoir en profondeur ce que ça fait, puissent suivre le reste de la présentation. Donc, kinésiologie, ben, on est des professionnels de la santé qui sont spécialisés en activité physique. En fait, l'activité physique, c'est notre outil d'intervention. Donc, comparativement à d'autres professionnels de la santé comme les physiothérapeutes, les chiro, les ergos, les ostéopathes, les kinésiologues ne font pas de manipulation. On va vraiment prescrire de l'activité physique pour tenter d'améliorer la santé des gens, soit en termes de prévention, en termes de réhabilitation ou en termes de performance. Donc, c'est ce que fait un kinésiologue à la base. Nous, notre programme s'appelle Kinésiologie appliquée aux activités physiques adaptées. C'est quoi ça, l'activité physique adaptée? On a déjà une profession qui n'est pas très connue, puis on colle là-dessus une étiquette différente. Donc, kinésiologie appliquée aux activités physiques adaptées, c'est une approche. Une approche qui veut assurer que toutes les personnes qui vont être suivies par un kinésiologue vont pouvoir recevoir une intervention puis une prescription d'exercice qui convient non seulement à leur corps, parce qu'un kinésiologue utilise le mouvement, mais aussi à leur réalité. Donc, c'est une approche qui est très biopsychosociale. On ne fait pas que des programmes d'entraînement ou des recommandations qui sont basées sur ce que le corps humain devrait faire pour s'améliorer. On veut aussi faire des recommandations qui vont être suivies par les personnes parce que ça correspond à leur motivation, à leur goût, à leur budget, à leur cercle social ou à leur réseau de gens qui peuvent les aider à être physiquement actifs. Puis cette approche-là se veut, bon, utile pour monsieur, madame, tout le monde, mais particulièrement intéressante pour travailler avec des populations qui ont des défis liés à être physiquement actifs. Puis on va les voir un petit peu plus tard, là, les populations qu'on a ciblées dans le programme, mais à la base, l'activité physique devrait être adaptée, peu importe le défi qu'on rencontre. Donc, l'activité physique pour un petit enfant versus pour une personne âgée ne devrait pas être prescrite de la même façon. Non seulement parce que leur niveau de développement n'est pas le même, mais parce que leur expérience n'est pas la même, leurs objectifs ne sont pas les mêmes. Donc, l'activité physique adaptée, c'est ce qu'on va apporter, qui est une approche très, très utilisée en Europe, puis qui fonctionne très bien parce que les kinésiologues sont beaucoup plus implantés dans le milieu de la santé que ce qu'on peut voir pour l'instant au niveau du Québec. Donc, on n'a pas inventé une toute nouvelle approche, on s'est basé sur ce qui se fait ailleurs puis qui semble fonctionner très bien. Puis on a donné cette couleur-là à notre programme pour tenter de se démarquer des autres programmes au Québec qui vont être plus dirigés vers des approches très, très physiologiques ou biologiques. Nous, on veut vraiment inclure le côté psychosocial dans notre approche. Structure de notre programme, ben, un baccalauréat de 90 crédits. On a un contingentement à 50 étudiants avec inscription à temps complet à partir de l'automne. Donc, seulement à l'automne, puis c'est à partir de l'automne 2024 là, qu'on va admettre nos premiers étudiants. Puis on va voir un petit peu plus loin là, avec Jonathan comment nos cours puis nos différents éléments là, théoriques, pratiques, etc., vont s'insérer dans le programme. Puis vous allez voir qu'on a donné une couleur très, très pratique. Mais pour ne pas voler les punches de Jonathan, là, je vais me limiter à ça pour l'instant. La dernière chose que je vais vous présenter avant de lui céder la parole, ce sont les conditions d'admission. Donc, on admet des personnes autant sous la base collégiale, base universitaire et base expérience. Je viens de dire qu'on a une approche qui est très biopsychosociale, donc on ne se limitera pas aux gens qui ont des formations seulement en santé ou en sciences. Donc, au niveau de la base collégiale, on prend des gens qui ont tous les decks imaginables, donc autant les decks préuniversitaires, sciences nature, sciences lettres et arts, mais aussi sciences humaines, ainsi que tous les decks techniques.
qui est important, par exemple, c'est que les étudiants aient au moins 2 préalables. Un cours de biologie humaine, parce qu'on a beaucoup d'anatomie, de physiologie de l'effort, etc. Donc, pour être prêt à commencer dans ces cours-là, il faut au moins des bases en biologie humaine. On a également un préalable, pardon, qui est le cours d'algèbre linéaire et géométrie vectorielle. Il y a un cours de biomécanique dès le début de notre programme. Biomécanique qui sont beaucoup comment fonctionnent les muscles en termes de bras de force au niveau des angles, au niveau des leviers. Donc, pour pouvoir suivre le cours de biomécanique, il est important d'avoir une base là, au niveau de l'algèbre. Pour les personnes qui n'ont pas suivi ces cours-là puis qui voudraient entrer dès l'automne 2024, on a trouvé des options là, de cours qui peuvent se donner en ligne ou en tout cas qui pourraient être faits cet été. Là. Comme on arrive avec notre programme tout chaud, ben, les personnes qui n'auraient pas pu venir voir d'avance puis suivre les cours préalables, on a des solutions pour ça. Dans la portion questions à la fin, là, si vous avez envie d'en discuter, on pourra vous donner des détails plus précis là-dessus. Base universitaire, même chose, n'importe quel programme, tant que les étudiants ont réussi 30 crédits. Puis au niveau des préalables, même chose, l'équivalent, ben, les cours que j'ai mentionnés, biologie humaine, algèbre linéaire, ou l'équivalent. Je ne l'ai pas mentionné, mais base collégiale, des fois, il y a des étudiants qui ont fait une technique en physiothérapie, qui ont déjà des cours en biomécanique. C'est pas l'algèbre, mais c'est une meilleure préparation en fonction de ce qu'on cherche. Donc, il y a quand même beaucoup d'équivalences là, qui sont possibles à analyser. Puis, base expérience, ben, les gens qui ont fait au moins 2 ans d'intervention en activité physique. Donc, que ce soit avec des équipes sportives, dans des gyms ou dans des organismes là, où ils ont fait de l'intervention avec des populations comme on va présenter tantôt, c'est possible d'entrer sur cette base-là aussi. Une fois entré dans le programme, ben, je vais laisser Jonathan expliquer ce que les étudiants vont rencontrer là, comme type de cheminement. Merci, Joël. Donc ici, on a une petite flèche qui représente un peu la structure du programme, ce qu'on avait planifié dans le fond au niveau théorique, expérientiel, laboratoire, stage et emploi, qui sont des critères de distinction, je dirais, qu'on a comparé à d'autres programmes de kinésiologie de la région. Une chose qu'on a qui se ressemble, c'est la théorie. Donc, on va avoir des cours magistraux comme les autres programmes. Par contre, dans ces cours magistraux-là, on va avoir un total d'environ 4 cours qui ont une composante théorique, c'est-à-dire quand on est inscrit dans ces cours-là, on se présente en classe, mais au sein des 12 à 15 cours qu'on a dans le trimestre, il va y avoir entre 1 à 3 séances qui vont avoir une composante de laboratoire. La composante de laboratoire, c'est soit que on se regroupe dans le laboratoire pour aller tester les concepts qui sont appris dans les cours théoriques, ou au contraire, on va prendre du matériel du laboratoire qu'on va après ça emmener en classe pour pouvoir, encore une fois, tester ces concepts-là. Une autre chose qui est très intéressante, c'est le volet expérientiel que les étudiants vont acquérir grâce au laboratoire. Donc, on a 3 laboratoires qui sont construits sur une base d'expérience dans lesquels les étudiants vont pouvoir agir à titre d'intervenant, mais également à titre de participant. Puis, on croit tous que c'est bénéfique pour les étudiants d'agir à ces 2 rôles-là parce que plus tard, dans un cadre d'emploi, quand on va prescrire de l'activité physique ou faire des demandes de tests d'évaluation de la condition physique à certains patients ou clients, je devrais dire, euh, si on ne sait pas ce qu'on leur demande de faire, c'est plus difficile de sympathiser avec ces personnes-là. Puis c'est aussi peut-être plus difficile de donner des conseils adaptés à la population. Donc, comme je le disais, dans ces laboratoires-là, nos étudiants vont avoir la chance de faire les tests eux-mêmes. Ils vont aussi avoir la chance d'agir à titre d'intervenant puis de développer la pratique nécessaire pour exécuter ces tests-là. Ensuite de ça, on a les interventions en laboratoire qui cible directement une population. Donc, je l'ai dit tantôt, une des choses qui nous distingue, c'est définitivement le fait qu'on va avoir l'opportunité de travailler directement avec ces populations-là plutôt que de faire des mises en situation avec nos étudiants. Moi, j'arrive de l'Université d'Ottawa, j'ai aimé mon expérience là-bas, mais c'était une des lacunes, c'est quand on arrivait dans le laboratoire, si on avait une mise en situation d'une personne avec une condition pulmonaire, puis c'était moi le participant, mais j'en ai pas eu une condition pulmonaire, je ne suis pas en mesure de recréer la réalité pour ceux qui agissaient à titre d'intervenant. Nous, on va avoir la chance de collaborer avec ces populations-là à titre de 4 laboratoires. Et au total, on va avoir dans la séquence de cours une somme de 7 laboratoires. Il y en a 6 qui sont obligatoires et un qui est optionnel. Donc, l'optionnel fait partie des laboratoires d'intervention. Puis, je vais vous expliquer là, c'est quoi les choix qu'on a. Mais j'ai ici
dans la diapositive, j'ai installé les 3 populations avec lesquelles on va obligatoirement travailler avec nos étudiants. Donc, dans ces laboratoires d'intervention-là, dans l'ordre de la séquence, on va avant tout travailler avec des personnes en condition de syndrome métabolique, obésité, diabète, etc. On va également avoir un laboratoire où est-ce que nos étudiants vont travailler directement avec la petite enfance, seulement c'est préscolaire entre 0 et 5 ans. Et finalement, le dernier laboratoire obligatoire avec la population, c'est celle des personnes aînées. Et comme je le disais, il va y avoir un 4e laboratoire d'intervention qui va s'ajouter à ça, qui est un laboratoire optionnel entre la population de troubles du spectre de l'autisme et de déficience intellectuelle ou la clientèle de handicap physique et handicap sensoriel. Donc, ça va être un choix parmi ces deux-là. Par contre, tout le monde va avoir, tous les étudiants vont avoir des connaissances acquises dans les cours magistraux, dans les cours théoriques par rapport à ces populations-là, mais encore une fois, le fait de travailler avec une de ces deux-là, ça va être une option parmi deux. Dans cette diapositive-ci, j'ai dans le fond quelques informations à présenter au niveau des laboratoires. Malheureusement, nos laboratoires sont en train de se faire construire, donc je n'ai pas la chance de vous montrer nos laboratoires en tant que tels, mais j'ai des images qui vont recréer, dans le fond, représentent ce qu'on va avoir. On va avoir de l'équipement qui va nous permettre de faire des évaluations de la physiologie de l'exercice, de la biomécanique et du contrôle moteur, et on va également avoir une salle multisensorielle. Et un exemple ici pour la physiologie de l'exercice, c'est des choses qu'on voit dans certaines cliniques ou laboratoires spécialisés, des systèmes de tapis roulants, vélos stationnaires, électrocardiogrammes qui nous permettent de regarder l'état du cœur au repos et à l'effort. Puis ça, c'est très important, là, dépendamment à quelle clientèle on travaille. On va également avoir un système de chariot métabolique qui nous permet de regarder l'effort relatif de la personne durant un test, mais également les calories qu'elle dépense, puis des tests euh, de fonction pulmonaire et plusieurs autres. Donc, on va avoir beaucoup d'équipements pour la physiologie de l'exercice. On va également avoir de l'équipement pour la biomécanique et le contrôle moteur. Donc, on parle ici de plateformes de force qui nous permettent de mesurer, là, dans le fond, soit l'équilibre, par exemple, chez les personnes âgées ou les personnes avec handicap, et également des captures de mouvement pour recréer le squelette et analyser s'il y a des patrons de marche à corriger ou des choses comme ça, ou encore chez des athlètes. On va pouvoir transporter ce matériel-là à l'extérieur des laboratoires et aller sur les terrains également. Donc, très, très intéressant ici. Et finalement, je termine avec la salle multisensorielle. La salle multisensorielle va être particulièrement utilisée pour notre clientèle de petite enfance et de troubles, déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme. Ici, on voit, il y a un projecteur qui va être au sol. Dans notre cas, ça risque d'être un projecteur interactif au mur qui nous permettra de faire des activités et des tâches avec ces populations-là. Et finalement, une chose qu'on ne voit pas ici, mais qu'on va avoir un peu là, à l'instar des salles d'interrogatoire dans les émissions de police là, qu'on voit, on va avoir un miroir qui va être à sens unique, qui réfléchit la face intérieure de la salle, mais qui va de l'autre côté sur une salle qui va être adjointe. On va avoir un espace pour les étudiants pour pouvoir faire de l'observation lors des interventions auprès des populations de troubles de spectre de l'autisme et de déficience intellectuelle ou de la petite enfance. Donc, pour résumer le tout, nos laboratoires vont permettre à nos étudiants de développer une expérience pratique en tant qu'intervenants, en tant que participants, puis ils vont avoir la chance de travailler avec du matériel qu'ils vont avoir dans leur situation d'emploi, mais également de la technologie de pointe, là, ça se peut qu'ils utilisent seulement dans des lieux cliniques. Finalement, la beauté de la chose, encore une fois, c'est le fait de pouvoir travailler et collaborer avec des populations cibles dans un environnement contrôlé. Donc, plutôt que d'être lancé comme moi, je l'ai été à la suite de mon bac dans le vrai monde, avec du monde que mes premiers clients, c'était littéralement mes cobayes. On va avoir la chance de faire ce travail-là avec nos étudiants dans un milieu contrôlé où est-ce que les risques vont être le plus diminués possible pour par la suite les préparer à mettre en application le tout dans les stages dont Martha va vous parler un petit peu plus en détail. Merci beaucoup, Jonathan. Excellent. Donc, tel que mes collègues l'ont mentionné depuis le début de la présentation, donc la force de notre programme réside vraiment dans l'intervention auprès des populations qui sont variées. Donc, nous devons aussi rajouter que l'UQO a le plus grand nombre de crédits qui est accordé au stage si l'on se compare là, aux autres programmes de kinésiologie au Québec.
Ceci étant dit, vous pouvez constater que le programme de kinésiologie appliqué aux activités physiques adaptées offert ici à l'UQO va vous permettre d'effectuer 4 stages obligatoires. De plus, l'utilisation de l'approche par compétences va vous permettre vraiment d'acquérir progressivement vos savoirs là, sur la profession de kinésiologue. Donc, votre tout premier stage en est un d'observation. Il sera d'une durée de 10 heures avec une remise de rapport et de réflexion critique. Il va s'effectuer à la clinique de kinésiologie de l'UQO dès votre deuxième trimestre, donc soit à l'hiver 25 si vous vous inscrivez à l'automne de cette année. C'est un stage de 1 crédit qui va vous permettre de valider vraiment vos perceptions face au programme et à la profession de kinésiologue parce que justement, les étudiants vont côtoyer une clientèle qui est variée. C'est également le seul stage qui est fixe. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les étudiants vont vraiment passer tous par le même milieu de stage, soit la clinique de kinésiologie. Par la suite, vous allez être en mesure de choisir vos milieux de stage sous le principe d'entrevue. Donc, nous planifions offrir vraiment une offre de milieu qui est diversifiée. Toutefois, si vous connaissez un endroit qui permettrait vraiment d'accueillir un stagiaire kinésiologue et qui offrirait un endroit enrichissant, bien, vous pouvez le proposer à l'équipe de stage à l'avance et je vais faire mon possible, en fait, pour évaluer et accepter le milieu rapidement pour vous permettre d'y effectuer un des 3 autres stages. Bien entendu, vous comprendrez qu'il faut se prendre un petit peu de l'avance et si cette situation vraiment se produit, bien, je vous inviterai à venir passer à mon bureau là, une fois la session commencée. Poursuivons avec le deuxième stage. Donc, le stage numéro 2, c'est un stage d'initiation à l'intervention en kinésiologie. C'est un stage de 135 heures de travail en milieu professionnel. C'est un stage de 3 crédits qui va se dérouler au 4e trimestre. Donc, au terme de ce stage, vous allez pouvoir progressivement intervenir auprès d'un individu ou d'un groupe sous la supervision d'un membre de l'équipe et ou de votre professeur. Par la suite, pour les stages 3 et 4, qui se dérouleront respectivement au trimestre 5 et 6, ils sont d'une durée de 270 heures de travail aussi en milieu professionnel. Donc, au terme de ces stages, vous allez pouvoir assumer la prise en charge complète de la tâche du kinésiologue dans votre milieu de stage respectif. Donc, vous comprendrez que nous sommes à nos tout débuts de discussion avec les milieux de stage potentiels. Donc, rien n'est encore définitif. Toutefois, nous avons reçu plusieurs lettres d'appui d'organismes et d'associations qui valorisent déjà la couleur de notre programme. Donc, ils exposent d'ailleurs 2 de nos forces, qui sont premièrement l'inclusion du volet pratique dans le programme, notamment via les stages obligatoires et les laboratoires de population en provenance des communautés, comme que Jonathan l'a expliqué, et l'aide que vous, en tant que stagiaire kinésiologue, pourrez apporter justement à la population avec des besoins spécifiques. Donc, certains de ces organismes ont déjà côtoyé ou côtoient au sein de leur entreprise des kinésiologues et d'autres non. Par contre, ils ont tous vu les avantages d'avoir des stagiaires dans leur établissement, puis ça nous encourage en fait à avoir une variété de milieux. En parlant des milieux, donc on parle vraiment de Sport Québec, Alliance Sport-Études, mais également la Société canadienne de la sclérose en plaques, l'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées, le Club de fauteuil roulant de l'Outaouais, l'organisme L'Apogée, la Société d'Alzheimer du Québec, l'organisme Trait d'Union, certaines garderies ou CPE, également le CISO, pour ne nommer que ceux-là. Donc, vous pouvez voir que les milieux sont déjà diversifiés avec des clientèles qui sont variées, qui vont assurément répondre aux intérêts, en fait, de tous. Donc, en fait, je terminerai, en fait, avec les opportunités d'emploi. Donc, l'objectif ultime de vous donner, en fait, une offre de stage variée et justement pour vous permettre de vous trouver un emploi dans un domaine qui vous intéresse immédiatement en sortant des bancs d'école. Donc, nous croyons que notre approche à travers vos 3 années d'études va vraiment vous préparer au milieu professionnel. Et ce que l'on souhaite, c'est que même avant de terminer votre baccalauréat, vous trouviez votre milieu de travail justement grâce au stage. Donc, en termes d'opportunités d'emploi, vous pouvez voir que les kinésiologues peuvent travailler dans les 4 domaines suivants. Donc, on parle de santé, services sociaux. On y voit notamment les GMF, les centres de réadaptation, milieu communautaire,
Loisirs et sports, donc avec des équipes sportives, des organismes de loisirs, du sport adapté, en entreprise, donc en clinique privée, ou même se partir votre propre entreprise. Et en éducation, donc on parle des garderies, pardon, des CPE, des milieux scolaires avec populations qui ont des besoins spécifiques. Donc, comme Jonathan, pardon, le mentionnait tantôt, déficience intellectuelle ou troubles du spectre de l'autisme, ou même au niveau collégial. Donc, en fait, j'espère que vous appréciez cette petite présentation des stages au programme de kinésiologie de l'UQO. Et si vous avez d'autres questions, ça va me faire plaisir d'y répondre à la fin de la présentation. Pour le moment, je vais passer la parole à Joël pour le mot de la fin. Merci, Martha. Donc, c'est ce qui fait le tour de notre programme. Vous voyez qu'on apporte une couleur qui est différente de ce qui se fait dans les autres programmes de kinésiologie au Québec. Malgré tout, on a eu l'aval de la Fédération des kinésiologues du Québec qui confirme que notre base théorique et que les compétences qu'on va développer répondent aux compétences attendues d'un kinésiologue. Donc, on ne réinvente pas complètement la roue, mais on décide d'apporter une approche qui devrait ouvrir de plus en plus de milieux d'emploi aux kinésiologues, qui est l'objectif ultime. Finalement, on veut former des intervenants qui sont capables de travailler tout de suite et d'être compétents dans leur milieu, puis de pouvoir mieux encadrer la population, particulièrement ceux qui ont des besoins spécifiques là, pour être physiquement actifs. Donc, on espère que ça vous donne le goût soit de vous inscrire, soit d'en parler aux gens autour de vous qui sont intéressés par l'activité physique puis qui ont des profils là, de relations d'aide. Donc, je mets fin à la présentation, puis on ouvre la période de questions. On va conserver l'enregistrement parce que les personnes qui vont écouter après ont peut-être les mêmes questions. Donc, on va donner des réponses à ces personnes-là aussi. Merci pour votre écoute. Pour les questions, là, on n'est pas beaucoup, là, pas besoin de lever la main, vous pouvez ouvrir le micro puis y aller comme bon vous semble. Ou comme je mentionnais au tout début, là, si vous ne voulez pas être enregistré, n'hésitez pas à y aller par l'onglet discussion là, en bas de votre Zoom. Bonjour, Joël, Jonathan et Martha et Jess aussi. Je suis dans l'équipe de Jess à la DCR, mais je suis basée à Saint-Jérôme. Puis, je fais parfois les tournées là, dans les cégeps à Montréal, Rive-Nord, tout ça, et il y a des questions. Dont, entre autres, là, vous m'aviez bien décrit la kinésiologie, puis un peu la vision de l'UQO aussi. Là, j'ai les notes pour ça. Mais quand on me dit, c'est quoi la différence entre la physio, l'ostéo et la kinésio? Y a-t-il une façon simple de leur préciser? Tu sais, comme là, je comprends que la kinésio, c'est vraiment basé sur l'activité physique. On se sert d'activité physique pour faire le traitement. Puis, on inclut également le côté psychosocial, une approche tout particulière. Mais, tu sais, y a-t-il une façon simple de l'expliquer pour qu'ils voient les trois nuances? Moi, je te dirais la manière la plus simple que je l'explique, je dis toujours que les autres professions vont faire des manipulations. OK. Le kinésiologue touche pas la personne. Le kinésiologue, il va faire faire. Fait un peu à la manière d'un nutritionniste qui peut pas manger les aliments à la place de la personne, peut juste donner des conseils, puis amener la personne à modifier ses habitudes de vie. Le kinésiologue, c'est ce qu'on va faire. On va prescrire de l'activité physique, on va suggérer des moyens de bouger plus en fonction des capacités de la personne, mais jamais on va faire une manipulation. Donc, si on travaille, ben, j'ai dit que je t'allais te faire ça simple, fait que tu peux te limiter là pour le mettre simple. Si je poursuis un peu quand même, on va quand même travailler en collaboration avec ces autres professionnels-là. Eux travaillent vraiment en réadaptation aiguë. Fait que, par exemple, je me blesse au genou, puis j'ai besoin de traitement spécifique au niveau du genou. Ben, pour un kinésiologue, c'est peut-être pas le meilleur moment pendant que le physiothérapeute fait ses traitements de faire travailler très, très fort ce genou-là. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure que le reste du corps va continuer à travailler pour pas que la personne se déconditionne physiquement. Puis dès que la douleur est disparue, en fait, le physio, lui, il essaie pas de garder la personne chez lui pendant 2 ans. Il essaie de faire disparaître la douleur, rendre la personne fonctionnelle, puis la retourner à ses activités. Ben, une fois que la douleur est disparue, ça ne veut pas dire qu'il y a autant de force, autant de stabilité qu'il y avait dans l'articulation. Fait que le kinésiologue peut continuer la réadaptation pour s'assurer que la personne ne va pas retourner en physio parce qu'elle va se reblesser, parce qu'elle n'est pas prête à reprendre où elle avait laissé, parce que même si elle n'a plus de douleur, ça ne veut pas dire qu'elle a autant de capacité physique. C'est la version longue, mais la version C'est courte, très nous autres, on clair. ne touche pas, les autres touchent. Là. Non, non, c'est très clair.
Puis peut-être juste pour faire du chemin, est-ce que le kinésiologue, il peut traiter tout type de personne qui a à la base une petite problématique à régler au niveau de son corps, ses mouvements, soit des faiblesses, soit ce qui peut comme tout ce qui est physique, ça s'adresse à tout le monde ou ça cible plus, exemple, les sportifs, un enfant qui a eu une chute ou quoi que ce soit, ça cible plus des gens particuliers ou ça peut être ouvert vraiment à l'ensemble de la population? Vraiment C'est à l'ensemble de la l'ensemble de la population. population. Puis c'est ce qu'on veut dire par activité physique adaptée, en fait. C'est qu'on va vraiment adapter à l'individu. Puis là, on a présenté, nous, tu sais, des grandes catégories de population. Mais par exemple, une personne avec obésité a peut-être aussi du diabète, a peut-être aussi un trouble cardiaque, a peut-être aussi une douleur au genou, Ou a pas. peut-être ou pas. Mais c'est ça, tu sais, chaque personne est un individu unique finalement. Fait que nous, même si on va voir des grandes catégories de population, ça reste que l'approche activité physique adaptée est vraiment adaptée individuellement. Fait que chaque personne qui vient voir un kinésiologue doit être évaluée pour faire un portrait individualisé, puis adapté en fonction de toutes ses caractéristiques à elle. Puis là, j'ai donné des exemples juste physiques, mais on l'a dit, c'est aussi quelqu'un qui a des goûts, tu sais, qui aime peut-être pas aller au gym, qui aime pas se faire regarder. Au contraire, peut-être c'est quelqu'un qui veut s'entraîner en groupe parce que ça la motive. Donc, on a tout ça à prendre en considération pour adapter l'activité physique. Après ça, quand je dis on peut travailler avec toutes les populations, je veux revenir sur ta question par rapport au physio, mais par exemple, quelqu'un qui s'est déchiré un ligament croisé au niveau du genou, ben moi, je ne vais pas traiter son ligament. Fait qu'il ne pas que je la réfère en physio aussi, pour dire j'ai besoin d'un diagnostic, j'ai besoin des restrictions, des recommandations. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler tout le reste ensemble, puis qu'on ne sera pas prêt à prendre la relève une fois que la personne aura été en physio. Donc, on n'essaie pas de prendre la place de ces autres professionnels-là qui font de la réadaptation. Au contraire, on veut s'intégrer dans leur équipe ou collaborer avec eux parce qu'ils font beaucoup de choses que nous, on ne fait pas, puis on en a besoin. Mais est-ce qu'on peut travailler avec toutes les populations? Oui, puis il faut adapter notre activité à la réalité. Si je peux me permettre, Véronique, de peut-être ajouter aussi quelque chose là, que Joël vient de me faire penser. La kinésiologie, souvent, quand je la présente, pour distinguer justement la différence entre un physio et les autres professions, j'utilise l'analogie de l'arbre, comme quoi la kinésiologie, c'est le tronc. Puis après ça, on a une arborisation qui se produit. Ça peut aller en ergo, ça peut aller en chiro, ça peut aller en masso, ça peut aller en physio, et ainsi de suite. Fait que c'est des spécialités qui découlent de ce tronc commun qui est la kinésiologie. Et comme je l'ai mentionné, ça nous permet de travailler avec différentes populations parce que nous, ce qu'on va essayer de faire dans notre programme, c'est de développer le plus de branches à cet arbre-là pour que justement nos clients, nos étudiants puissent trouver un domaine de prédilection. Il y a il y a des certifications qui peuvent découler de la kinésiologie, comme voyons, physiologiste de l'exercice, qui lui peut travailler avec des populations avec des troubles cardiaques, comme des troubles spécifiques, par exemple, que d'autres kinésiologistes ne vont pas nécessairement entamer. Au bout de la ligne, à part ces cours spécifiques-là ces certifications qu'on peut aller chercher, on dit toujours à nos kinésiologues qu'il faut qu'ils travaillent à l'intérieur de leur spectre de pratique. Donc, si jamais ça sort de ce spectre-là, normalement, je dirais oui, le kin peut travailler avec tout, mais ça dépend de sa spécialisation. Si ça sort de ça, comme je le donnais avec un exemple d'une blessure musculo-squelettique grave, là, on réfère, puis on travaille en collaboration avec ces professions-là spécialisées. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Le petit moment awkward là, où est-ce que personne parle. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, soit dans les chats, que je n'ai pas regardé? Non, chat, il n'y a rien. OK. Ce qu'on peut Un petit faire. peu, j'ai vu un micro ouvrir, là, Ah oui, OK, partout. allons-y. Oui, bonjour, Fatou Kiné, conseillère d'orientation au Cégep de Valleyfield. Merci pour la présentation, c'était très clair, mais j'aimerais revenir sur un aspect. Vous avez dit, advenant que l'étudiant n'aurait pas les préalables, vous avez déjà prévu des solutions. J'aimerais savoir, parce qu'on est comme à 2 semaines de l'admission, c'est le 1er mars, puis s'il n'a pas fait son cours de bio ou le cours d'algèbre, qu'est-ce qu'on peut faire dans un cas précis comme celui-là? Merci d'avance. Jonathan, veux-tu que je la prenne ou vu que tu avais Oui, oui, trouvé les vas-y. solutions? Ouais, j'ai pas. Il n'y a pas de problème.
Dans le fond, le cours algèbre linéaire, géométrie vectorielle, on l'a trouvé offert en ligne à l'Université de Sherbrooke. Il est offert à tous les trimestres. Donc, quelqu'un justement là, qui a commencé son trimestre actuel, qui voudrait rentrer chez nous à l'automne, ben, pourrait le suivre à l'été, puis être admis conditionnellement à la réussite de ce cours-là. Puis, il y a Cégep à distance aussi qui offre le cours de biologie. Donc, c'est le genre de solution qu'on a. Là. On n'offre pas nécessairement les cours à l'UQO directement, mais on a trouvé des endroits où les étudiants sont pas obligés de déménager pour l'été, que j'imagine qu'ils vont vouloir travailler s'ils veulent rentrer à l'université. Ils ont peut-être déjà des plans. Donc, on peut transmettre les liens là, aux étudiants. Ceux qui nous ont posé la question jusqu'à maintenant, là, on transférait directement le lien vers l'Université de Sherbrooke pour le cours d'algèbre linéaire. Biologie, on n'a pas eu la question, là, mais on avait fait quelques recherches. Puis c'est possible de s'inscrire à ces cours-là pour l'été, là, sans nécessairement déménager ou si c'est pas à faire dans notre cégep d'attache, là, parce que c'est pas tous les cégeps qui vont donner bio à l'été. Là. Merci. Donc, c'est juste pour dire quelque chose. Étant donné qu'il y a deux cours, est-ce que vous pensez que c'est vraiment réaliste en un été de faire les deux? Parce qu'algèbre linéaire, souvent, ça prend beaucoup de temps, surtout si l'étudiant n'a pas les préalables du secondaire, admettons, parce que s'il le fait à l'Université Sherbrooke, il n'est pas tenu d'avoir fait la base en secondaire 5, ce qui fait que lui, il part de loin. Donc, faire ça et faire le cours de bio en même temps, les risques de réussite, je ne veux pas dire sont faibles, mais c'est un peu mitigé, non? C'est juste pour voir, est-ce que vous avez réfléchi à accorder un délai additionnel, comme par exemple durant la première session à l'automne, s'il ne les a pas terminés ou il en a reçu un, qui puisse suivre la formation et continuer, puis si à l'hiver il n'a pas fini, alors là, on lui aura donné la chance, puis on pourrait comme lui dire, ben, va faire tes préalables et reviens. C'est juste pour voir, est-ce que vous avez pensé à ça? On y a pensé, puis on a regardé avec le bureau du registraire si on pouvait justement donner un buffer. Mais nous, dans le fond, on a ouvert le programme en même temps qu'on est tous arrivés le 1er octobre. Fait qu'avec les conditions d'admission qui étaient stylées, si on veut, là, adoptées par nos instances internes. Puis on a rencontré le problème plutôt là, en octobre, en novembre. On a réalisé justement que ça pouvait être problématique, ces préalables-là, pour certaines personnes. Puis qu'on arrive avec l'information tard un petit peu parce qu'on est à la première année. Là. Donc, on ne pouvait pas modifier nos conditions d'admission parce que les demandes d'admission étaient lancées. Puis là, on s'est dit, bon, mais l'année prochaine, est-ce qu'on veut les modifier ou au contraire, on aura suffisamment de temps pour passer notre message? Fait qu'on va faire une analyse, puis on l'a déjà commencé avec justement là, les autres programmes en kiné, les préalables qui demandaient. Donc, ceux qui demandaient aucune mathématique, là, c'est pas tout le monde qui demande algèbre, mais il y en a beaucoup qui demandent d'autres cours de maths, là, soit méthode quantitative ou stats, soit ou n'importe quelle maths. Fait qu'on a commencé à faire l'analyse un petit peu. On va regarder aussi notre ressource professorale qui donne le cours de biomécanique, à quel point on a besoin du préalable. Pour l'instant, notre position, c'est qu'on veut s'assurer de rendre service à l'étudiant, de ne pas l'accepter sans qu'il y ait ces préalables-là, mais qui se plante en arrivant dans nos cours parce qu'il n'est pas bien préparé. Mais je comprends tout à fait votre position de dire est-ce que 2 cours à l'été, c'est beaucoup? Probablement oui. Puis, tu sais, notre programme, on ne l'a pas bâti juste pour la première année. On s'est dit, ben, c'est quoi le profil d'étudiants qu'on veut, qui vont être en mesure de réussir. Donc, je pense que sur le long terme, ben, même dès la deuxième année, on ne devrait plus rencontrer ce problème-là. Est-ce que c'est problématique la première année? Je suis tout à fait d'accord que oui. Puis c'est pour ça qu'on a essayé de trouver certaines solutions. Est-ce que ce sont des solutions miracles? Je dirais non, mais ce sont quand même des opportunités là, possibles pour les étudiants. Puis on espère très fort qu'ils ont juste un préalable à faire. Mais il y a quand même des situations où ça va être plus difficile, là, je l'accorde. Merci. Dernière opportunité peut-être pour lancer une question si vous en avez. Autrement, ce que je vous invite à faire, c'est de visiter notre site de l'Université du Québec. Vous faites juste taper le UCO-KIN, puis vous allez être en mesure de voir la majorité des informations qu'on a transmises aujourd'hui. Euh, il y a là-dessus aussi toute la séquence de cours, la liste de cours, il y a toutes les conditions d'admission que vous aurez également accès. Puis il y a également nos courriels. Si vous voulez vous adresser à une personne en particulier, vous pouvez nous rejoindre à partir de ces courriels-là. Joël, est-ce que j'oublie quelque chose? Ça me complet. De toute façon, à partir justement de nos coordonnées, ben, Mhm. les portes sont ouvertes pour les questions. Puis si c'est compliqué comme question, on peut faire des rencontres Zoom, on peut faire des rencontres par téléphone. Là. On,
on travaille fort pour la publicité de notre programme, mais on n'enseigne pas en ce moment parce qu'il n'est pas parti. Donc, on prend le temps de discuter avec les gens là, quand c'est nécessaire. Je vous invite à aller regarder le chat. Jessica, gentiment, a posé les liens. S'il y a d'autres questions, on va rester un petit 5 minutes de plus, mais sinon, vous êtes invités à... Merci, Jessica, d'ailleurs, d'être avec nous. On va arrêter l'enregistrement, puis